Le rétrécissement mitral correspond à un obstacle au flux sanguin antérograde de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche par défaut d'ouverture de la valvule mitrale en diastole. La surface mitrale normale est de l'ordre de 5 à 6 cm². En cas de rétrécissement mitral, elle diminue progressivement et lentement. Au-dessous de 1,5 cm², le patient devient généralement symptomatique. Cette anomalie peut être congénitale, mais l'étiologie la plus fréquente est le rhumatisme articulaire aigu, qui entraîne des lésions de tout l'appareil valvulaire mitral. Dans cet exemple, la fusion des commissures, la sclérose et l'épaississement de l'appareil sous-valvulaire. Du fait de la diminution de fréquence du rhumatisme articulaire aigu, le rétrécissement mitral est devenu rare de nos jours. Nous envisageons successivement le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, le diagnostic différentiel et la place de l'échocardiographie dans la surveillance et le choix thérapeutique. L'échocardiographie bidimensionnelle, à partir des différentes incidences, parasternal grand axe, parasternal petit axe et apicale, permet de reconnaître précisément l'atteinte de l'appareil valvulaire mitral. En incidence parasternale coupe grand axe, la valvule mitrale paraît épaissie, l'ouverture de l'extrémité des deux valves est diminuée, donnant à la valvule un aspect diastolique en dôme. Le corps des feuillets valvulaires, et en particulier la grande valve mitrale, reste en général souple, se gonflant en diastole, pour donner un aspect en genou ou en crosse de hockey. Généralement, la petite valve mitrale apparaît rétractée, rigide et peu mobile. L'appareil sous-valvulaire est classiquement remanié. Il faut étudier particulièrement la longueur des cordages, qui peut être normale ou diminuée, ainsi que l'épaisseur des cordages, qui peut être normale ou augmentée par fibrose. Enfin, on retrouvera la dilatation de l'oreillette gauche, témoin de l'obstacle à la vidange auriculaire. Cette dilatation de l'oreillette gauche sera mieux appréciée par la mesure de la surface de l'oreillette, dont la normale est égale à 14,4 plus ou moins 3 cm². L'incidence parasternale coupe petit axe permet l'étude de l'extrémité de l'entonnoir mitral et la réalisation de sa planimétrie. Cette mesure doit être méticuleuse, réalisée en s'aidant du zoom et du ciné-loupe. Il faut alors balayer le ventricule gauche de la pointe vers l'extrémité valvulaire, en s'arrêtant au niveau de l'entonnoir mitral lorsque les deux feuillets valvulaires et les deux commissures sont parfaitement visibles. Le calcul de l'air mitral se fait par planimétrie du contour interne de l'orifice, en protodiastole, au minimum à 3 reprises. Si le plan de coupe ultrasonore n'est pas strictement celui de l'extrémité valvulaire, la mesure risque d'être surestimée car oblique. Il est conseillé de vérifier que les mesures de l'écart intervalvulaire obtenues en parasternal grand axe ou petit axe concordent. En incidence apicale, l'examen de l'appareil valvulaire mitral permet de retrouver les lésions précédemment décrites, d'apprécier le retentissement sur l'oreillette gauche et de rechercher une atteinte des autres valvules. L'échocardiographie TM s'avère complémentaire du bidimensionnel. Réalisée en incidence parasternale coupe grand axe, elle met en évidence des modifications caricaturales de la morphologie et du jeu des deux valves. La grande valve mitrale est épaissie en diastole. Elle dessine un aspect en créneau, avec diminution de l'amplitude d'ouverture, diminution de la pente EF, diminution ou abolition de l'onde A. La petite valve mitrale est épaissie, de cinétique également anormale, classiquement paradoxale, c'est-à-dire qu'elle suit les mouvements de la grande valve mitrale en avant du fait de la fusion commissurale. À noter toutefois que ce mouvement paradoxal est absent dans 10% des rétrécissements mitraux et que la petite valve est dans ces cas peu ou pas mobile. Enfin, l'écart intervalvulaire E-E' est diminué, classiquement inférieur à 20 mm. L'analyse Doppler, dans ses différentes modalités, confirme l'existence d'une accélération du flux au niveau de l'orifice sténosé. L'incidence idéale pour étudier ces flux est l'incidence apicale 4 cavités, qui permet le meilleur alignement avec la colonne sanguine. En Doppler couleur, au niveau de l'extrémité de l'entonnoir mitral, apparaît en diastole un jet à type de bec benzène orienté vers l'apex. Par ailleurs,
on met en évidence sur la face auriculaire de la valve une zone de convergence hémisphérique correspondant à l'accélération des globules rouges en amont de l'obstacle. L'alignement du Doppler pulsé, guidé par le Doppler couleur, permet l'enregistrement des vitesses les plus élevées. Le volume d'échantillonnage doit être positionné au sommet de l'entonnoir mitral. Le flux apparaît accéléré avec un son aigu. Il existe un élargissement de l'enveloppe spectrale. On note par ailleurs une modification de la morphologie du flux à type de décroissance lente. L'onde A est de faible amplitude et disparaît en cas de fibrillation auriculaire. Le Doppler continu, sous repérage bidimensionnel ou en aveugle, autorise l'enregistrement de meilleures courbes si les vitesses sont très élevées. Dans la mesure où le Doppler continu enregistre toutes les gammes de vitesse, la courbe apparaît pleine. Le balayage de l'orifice mitral permet en outre de rechercher une insuffisance mitrale associée. Apprécier la sévérité d'un rétrécissement mitral va consister à préciser le degré de sténose et l'étendue des lésions associées. Ceci va faire appel aux différentes techniques d'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne. En échocardiographie bidimensionnelle, la sévérité du rétrécissement mitral sera appréciée essentiellement sur la planimétrie de l'air mitral, mesurée en parasternal petit axe. En cas de rétrécissement mitral serré, la surface est inférieure à 1,3 cm², très serrée si inférieure à 1 cm². En TM, les signes classiques en faveur d'un rétrécissement mitral serré sont une pente EF inférieure à 15 mm par seconde et un écart intervalvulaire E-E' inférieur à 15 mm. À noter la dilatation de l'oreillette gauche qui est un mauvais critère de sévérité. L'échocardiographie possède une place capitale pour préciser le degré de remaniement de tout l'appareil valvulaire mitral. Différents scores, dont le score de Wilkins, ont été proposés dans la littérature et intègrent la mobilité, l'épaisseur et la présence de calcification au niveau de la valvule d'une part et au niveau de l'appareil sous-valvulaire d'autre part. Le score de Wilkins, évalué en échographie transthoracique mais de façon plus sûre en échographie transœsophagienne, guidera les options thérapeutiques et notamment les possibilités d'une valvuloplastie transcutanée. Le Doppler, dans ses différentes modalités, permet l'approche du gradient transvalvulaire et de la surface valvulaire. Plus qu'au gradient proto- ou télédiastolique, on s'intéresse au gradient moyen, qui est obtenu très facilement à partir des courbes de vitesse, par transformation quadratique point par point de la courbe de vitesse tout au long de la diastole. En pratique, il est conseillé de réaliser au moins 3 mesures chez les patients en rythme sinusal et 5 à 6 mesures chez les patients en fibrillation auriculaire, en sélectionnant les diastoles de durée moyenne, ni trop courtes, ni trop longues. On parle de rétrécissement moyennement serré lorsque le gradient moyen est compris entre 5 et 10 mm de mercure, de rétrécissement serré pour un gradient moyen au-delà de 10 mm de mercure. Le calcul du gradient par échodoppler connaît un certain nombre de limites. Le gradient est en effet débit dépendant. Si le débit cardiaque est diminué, le gradient est diminué d'autant. A l'inverse, si le débit cardiaque est augmenté, le gradient est augmenté. En outre, la présence d'une insuffisance mitrale tend à majorer ce gradient. Dans les cas douteux, il peut être intéressant de mesurer ce gradient après un test d'effort. Ainsi, dans l'étude de Leavitt, le gradient moyen passe de 9 plus ou moins 7 mm de mercure avant l'effort à 17 plus ou moins 8 mm de mercure après un effort effectué sur bicyclette. Parallèlement, les pressions artérielles pulmonaires systoliques s'élèvent. L'évaluation de la surface mitrale en Doppler peut se faire de différentes façons. Le temps de demi-pression est le temps nécessaire pour que le gradient diminue de 50% par rapport à sa valeur initiale. Le PHT est obtenu actuellement automatiquement sur les échocardiographes après avoir donné au calculateur la vitesse maximale protodiastolique et la pente de décélération. Il est également possible de mesurer sur une courbe de vitesse Doppler ce temps de demi-pression. On obtient ce temps en divisant le pic de vélocité Vmax par la racine carrée de 2
et en mesurant le temps écoulé entre la vélocité maximale et la vélocité correspondante à la Vmax sur la racine carrée de 2, soit 0,7 Vmax. Il est prudent de réaliser cette mesure sur au moins 3 cycles. En cas de rétrécissement mitral serré, le PHT est supérieur à 200 millisecondes. Sachant que le PHT d'une sténose mitrale de 2 cm² est de 220 millisecondes, Hattel propose de calculer la surface mitrale par l'équation suivante: S égale 220 divisé par PHT. Les avantages du PHT sont la simplicité de la mesure et l'indépendance vis-à-vis de l'angle Doppler. Cependant, le PHT connaît certaines limites. Il est difficile à mesurer en cas de tachycardie, de PR long ou de troubles du rythme à type de flotteur. D'autres causes d'erreur sont à connaître. La surface peut être surestimée s'il existe une élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche, pouvant être liée à une cardiopathie associée. Il faut noter par ailleurs que les travaux expérimentaux de Thomas ont montré que le PHT est variable en fonction du gradient protodiastolique, du débit transvalvulaire, de la compliance de l'oreillette gauche, de la relaxation et de la compliance du ventricule gauche. La surface mitrale peut se calculer par l'équation de continuité. En l'absence de régurgitation significative, le débit aortique est égal au débit mitral. On peut donc écrire surface mitrale fois ITV mitral égale surface aortique fois ITV aortique. Soit la surface mitrale est égale à surface aortique fois ITV aortique divisé par ITV mitral. Toutefois, cette méthode connaît un certain nombre de limites, comme les fuites valvulaires associées ou l'existence d'une fibrillation auriculaire. Plus récemment, il a été proposé de calculer la surface mitrale par l'étude du flux de convergence en amont de l'obstacle. Le principe est également basé sur l'équation de continuité qui consiste à déduire la surface mitrale en connaissant le débit d'une hémisphère d'isovélocité située en amont de l'obstacle et la vitesse maximale transmitrale obtenue en Doppler continu. Ainsi, la surface mitrale est égale à 2πr2 multiplié par VA multiplié par alpha sur 180, le tout divisé par la Vmax, avec R égale rayon de Pisa en centimètres, VA égale vitesse d'aliasing en centimètres par seconde, diminuée vers 40 centimètres par seconde. Alpha égale angle dessiné par les deux valves antérieures et postérieures après vérification en mode noir et blanc, et Vmax, qui est la vitesse maximale transmitrale en Doppler continu. Dans le cadre du bilan de retentissement et de sévérité du rétrécissement mitral, la mesure des pressions pulmonaires est un temps essentiel de l'examen. La pression artérielle pulmonaire systolique est appréciée à partir de l'insuffisance tricuspide. La pression artérielle pulmonaire diastolique à partir de l'insuffisance pulmonaire. Il est également intéressant chez ces patients d'étudier le débit cardiaque. Le bilan du rétrécissement mitral se termine par la recherche de lésions valvulaires associées à type d'insuffisance mitrale, d'une atteinte valvulaire aortique, d'une atteinte tricuspidienne, lésions qui sont classiques dans la maladie rhumatismale évoluée. La recherche d'une thrombose de l'oreillette gauche est également un temps essentiel au bilan d'un rétrécissement mitral, et ce d'autant plus que de nos jours, une des méthodes thérapeutiques consiste en la réalisation d'une dilatation par ballonnet. L'échographie transthoracique est une méthode de sensibilité insuffisante de détection de ces thromboses qui siègent le plus souvent dans l'auricule. Il est donc indispensable de réaliser une échographie transœsophagienne dont la sensibilité est proche de 100%. Les thromboses peuvent siéger au niveau du corps de l'oreillette gauche, mais plus fréquemment, elles siègent au niveau de l'auricule gauche. Par ailleurs, on retrouve fréquemment dans ce contexte de sténose mitrale, et en particulier s'il existe une fibrillation auriculaire, des échos de contraste spontanés. Concernant le diagnostic différentiel du rétrécissement mitral en bidimensionnel, un pseudo-rétrécissement mitral peut être créé par des coulées calcaires sur les feuillets mitraux ou une calcification exubérante de l'anneau mitral postérieur, observée parfois chez les sujets âgés. Un aspect TM en créneau de la mitrale peut être observé chez les patients présentant une hypertrophie ventriculaire gauche et des troubles de remplissage. Cependant, il n'y a pas d'accélération du flux transmitral en Doppler. Enfin,
le myxome de l'oreillette gauche sera facilement reconnu. En Doppler, l'insuffisance mitrale massive s'accompagne d'une augmentation de la vitesse maximale antérograde. Les anomalies de remplissage ventriculaire gauche comprennent certes une diminution de la pente EF, mais l'onde E est basse avec redistribution du flux en télédiastole. L'insuffisance aortique est responsable d'un flux régurgitant de haute vélocité de l'ordre de 4 mètres par seconde, dont la durée est supérieure à celle du rétrécissement mitral, puisqu'elle couvre les phases de relaxation et de contraction isovolumique. Enfin, le rétrécissement tricuspidien donne une courbe Doppler identique à celle du rétrécissement mitral, mais les vitesses sont classiquement inférieures, et bien entendu, l'orientation du faisceau ultrasonore est différente. L'évolution du rétrécissement mitral est lente, puisque la surface mitrale diminue de 6 cm² à 1,3 cm² en 20 ans. Face à un rétrécissement mitral moyennement serré, il convient de le réévaluer après arrêt d'un traitement pouvant interférer et éventuellement par écho d'effort en mesurant les pressions pulmonaires, le gradient transmitral et en calculant le volume systolique qui normalement augmente de plus de 15% à l'effort. La surveillance échocardiographique sera de l'ordre d'un examen par an environ. Face à un rétrécissement mitral serré, il existe deux options thérapeutiques, valvuloplastie par ballonnet ou chirurgie. La valvuloplastie mitrale par ballonnet est indiquée devant un rétrécissement mitral serré, sans calcification valvulaire étendue, sans insuffisance mitrale significative et sans thrombose de l'auricule. Les résultats seront d'autant meilleurs que le remaniement morphologique de la valve est peu important, c'est-à-dire pour un score de Wilkins faible, inférieur à 8. L'échocardiographie possède enfin un rôle important en post-dilatation transcutanée, avec 4 éléments plus spécifiques à analyser ou à calculer. Les régions commissurales et la qualité de l'ouverture commissurale, la surface mitrale obtenue par planimétrie ou par Doppler, l'existence d'un shunt gauche-droit au niveau du septum interauriculaire présent dans 50 à 90% des cas, de 2 mm de diamètre environ, et qui disparaît dans 75% des cas à 6 mois. La présence d'une IM traumatique massive, si déchirure valvulaire paracommissurale, ou rupture de cordage ou de pilier. L'échocardiographie Doppler, dans ses différentes modalités, représente aujourd'hui l'examen de choix pour le diagnostic de la sténose mitrale. En faveur d'une sténose mitrale serrée, on retiendra une surface inférieure à 1 cm², qu'elle soit appréciée par planimétrie, PHT ou équation de continuité, et un gradient transmitral supérieur ou égal à 10 mm de mercure. L'échographie transthoracique et l'échographie transœsophagienne sont complémentaires pour guider le choix thérapeutique.